Bonjour, bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout. Et On se dit tout aujourd'hui consacre son émission entière à la rentrée scolaire des tout-petits. Crèche et maternelle, comment se préparer de la tête aux pieds, puisqu'on va parler de la psychologie de l'enfant, de l'état d'esprit de ses parents, mais aussi de sa santé. Et bien tout ça et les détails tout de suite sur Média TV. Crèche et maternelle, tout un stress pour les parents et peut-être aussi pour les tout-petits. On en parle tout de suite pour dédramatiser tout ça et pour vous préparer au maximum, pour vous accompagner et pour vous soulager aussi. On en parle avec Fadwa Barada. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie. Vous êtes psychologue clinicienne. Effectivement. Très bonne reprise. Merci. Les vacances se sont bien passées. Très bien, parfait. Merci. Et avec vous aussi, Sabrine Gdira. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être au rendez-vous une nouvelle fois. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver. Bien reposé. Très bien reposé, d'attaque. D'attaque pour l'année, merci. Et pour l'année aussi d'On se dit tout. Dans l'année d'On se dit tout. Absolument. Vous êtes spécialiste de la petite enfance, toutes les deux mesdames, à Casablanca. Oui. Alors, je crois qu'après l'arrivée du bébé, au bout de quelques temps, les parents pensent déjà à cette première séparation, même si elle peut être encore lointaine, parce que c'est angoissant pour les parents. C'est incroyable, mais en tant que parent, vraiment, on y pense bien avant le moment, on va dire, fatidique. L'entrée en crèche et en maternelle, c'est un moment tellement particulier pour toute la famille, n'est-ce pas, Fadwa Barada? Effectivement. En fait, l'entrée à la maternelle est un moment important et permet 3 grandes avancées pour l'enfant. C'est-à-dire, elle facilite, comme vous avez très bien dit, ce processus d'individualisation et séparation avec l'enfant. C'est-à-dire qu'elle intervient comme un tiers séparateur qui va intervenir d'une manière très naturelle et très ludique pour pouvoir défusionner la maman ou les parents de l'enfant. Donc ça, c'est très, très important. Pareil aussi, ce qu'il gagne l'enfant à partir à la maternelle, c'est qu'elle lui permet de lui faire sortir de cette toute-puissance infantile, cet égocentrisme où l'enfant, il n'y a que moi et tout m'appartient. D'accord? Donc du coup, il comprend très, très vite que pour se sociabiliser, pour se faire sa place à la crèche ou à la maternelle, il doit savoir partager, attendre son tour. Et donc, tout ça est très, très important et il ne peut l'apprendre qu'en partant à la maternelle. Donc, quand se séparant de ses parents. Quand se séparant. Et donc, ça lui permet de s'autonomiser, de se sociabiliser, de perdre son égocentrisme et sa toute-puissance pour pouvoir s'adapter mieux à la collectivité. Alors, s'adapter mieux à la collectivité, on a l'impression qu'il n'y a que du bon à aller en crèche et en maternelle, mais est-ce qu'il y a, on va dire, un âge, selon vous, en tant que psychologue, un âge avant lequel il faudrait éviter? Bien sûr, si certains parents sont obligés à le faire, il ne faut pas culpabiliser. Oui. Mais pour ceux qui peuvent se permettre, quel est vraiment l'âge auquel qu'il faudrait éviter? Donc, avant 2 ans, l'enfant gagnerait beaucoup à rester avec les parents, à pouvoir profiter de leur amour, de leur affection. D'accord, ok. Bon, à partir de 24 mois, et si l'enfant est prêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle générale ou un âge précis où l'enfant devrait aller à la crèche, mais dès qu'on sent que l'enfant se détache facilement de la maman, qu'il ne crie pas trop quand elle se sépare de lui, quand il a assez d'assises internes pour pouvoir investir l'extérieur, pourquoi pas aller à la crèche, parce que c'est vraiment un environnement où il va gagner beaucoup de choses et s'investir énormément. Alors, on va essayer de développer au fur et à mesure tout cela. Oui. Vous disiez, Fadwa Barada, qu'avant 24 mois, l'idéal, ce serait qu'il reste à la maison, profiter au maximum de ses parents. Oui. Mais quand les deux travaillent et que la maman, après les 3 premiers mois de maternité, hop, retour au boulot, vous les recevez, parce que vous, c'est la crèche et la maternelle, Sabrine. Oui. Vous, c'est vraiment le terrain du terrain. Vous les recevez aussi un peu avant, quand même. On les reçoit vers 16 mois. Vers 16 mois. À partir du moment où ils peuvent se déplacer tout seuls, à partir du moment où ils peuvent marcher sans l'aide d'un adulte. Et cette autonomie est importante? Cette autonomie est importante, nous déjà parce que notre structure ne permet pas de les recevoir avant. Mais après, dans une structure adaptée, qu'un enfant aille avant ses 16 mois, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. D'ailleurs, bon, je le vois avec l'expérience, on compare, même si c'est pas bien, mais on compare pour nous-mêmes, c'est normal, les enfants, et on voit bien la différence qu'il y a entre un enfant qui va venir à 16 mois, un autre qui va venir à 3 ans, un qui va venir à 3 ans qui va venir qu'en demi-journée, un autre qui va venir en demi-journée, en journée complète, un autre enfant qui va être assidu alors que l'autre va s'absenter 1 ou 2 semaines. Et il y a une réelle différence entre ces enfants dans leur développement, dans leur sociabilisation, dans leur... Pas dans leurs compétences.
académiques, on va dire. Pas dans leurs compétences académiques, mais c'est-à-dire qu'un enfant qui va avoir plus de facilité à accepter les règles, à les suivre, à se concentrer, à partager. C'est-à-dire qu'après, automatiquement, ça sera plus simple pour lui quand il va rentrer en moyenne section, grande section, et puis après en CP, bien sûr. Absolument. Alors, c'est la reprise, c'est la rentrée. Les premiers jours sont difficiles quand même. Les premiers jours sont très difficiles. Encore une fois, l'expérience me fait dire que quand un enfant rentre, par exemple, à 16 mois, c'est difficile, 15 jours, 3 semaines. Et puis après, la rentrée d'après, ça marche comme sur des roulettes parce que c'est un environnement qui lui est familier. Tandis qu'un enfant qui va rentrer plus tard, il va être bien sûr beaucoup plus en symbiose avec sa maman et ça sera beaucoup plus compliqué pour lui parce qu'il va beaucoup moins comprendre. Donc, moi, je m'occupe par exemple des enfants qui ont 3 ans. Ils arrivent comme s'ils arrivaient chez eux, à la maison. Ils sont très contents et au contraire, l'école leur a manqué. Alors que les enfants qui arrivent pour la première fois à 3 ans, c'est vraiment un dépaysement qui est total et qui peut être encore plus perturbant que pour les plus petits. C'est perturbant pour les enfants, mais aussi pour les mamans. Hein. Les papas aussi, je pense. Mais c'est perturbant, en fait, c'est perturbant pour toute la famille, on a l'impression, cette entrée. L'entrée, en général, fait, disons, un flashback pour les parents, d'accord, qui revivent leur propre entrée. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils sont angoissés. C'est-à-dire que c'est sûr que l'angoisse des parents se transmet à l'enfant. Donc, plus l'enfant va pleurer, plus il va être mal adapté à l'école. Il faut toujours revenir en premier lieu à l'attitude des parents. Comment elle se sépare, surtout la maman, parce que c'est elle généralement qui l'accompagne, comment elle se sépare de lui, comment la préparation à l'école a été faite, qu'est-ce qu'elle lui a communiqué. Donc, tout ça, il faut le voir avec la maman. C'est sûr que les parents, quand ils accompagnent l'enfant, il y a beaucoup d'angoisse qui ressurgit. C'est-à-dire, je délègue mon enfant à un étranger. Donc, du coup, c'est sûr que si la maman a un regard un peu méfiant envers cette institutrice, et si elle n'a pas fait connaissance avant, c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour faire connaissance avant la rentrée scolaire, c'est-à-dire aller faire un petit peu la visite de l'école, des classes avec l'enfant pour un petit peu l'adapter, qu'il s'adapte mieux à la rentrée. Donc, plus cette maman va être moins méfiante ou elle va faire confiance à cet adulte-là, l'enfant sera apaisé. Dit maman, elle fait confiance à cet adulte, ça veut dire que cet adulte mérite de me garder. Oui, il faut que la maman fasse pleinement confiance. C'est sûr. Parce que tout est dans le ressenti. Et tout est dans le ressenti. C'est-à-dire que si l'enfant voit la maman un peu qui tremble, qui a aussi les larmes aux yeux, qui n'arrive pas à se séparer, qui n'a pas une voix rassurante, une intonation un peu étayante, bienveillante envers son enfant, qui va lui expliquer exactement « je te quitte pour tant d'heures et puis passer cette heure-là, il ne faut surtout pas tarder les premiers jours. » Parce Alors que justement, est-ce qu'on peut décortiquer les premiers jours? C'est très important pour les parents. Pour vous, alors, premier jour, séparation brusque ou rester sur place? Parce que les crèches et les maternelles sont très différentes dans leurs attitudes. Certaines arrachent carrément l'enfant des bras de ses parents et d'autres, au contraire, proposent aux parents de rester un peu, mais de repartir. Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour la manière forte. D'accord, c'est sûr qu'il faut aller doucement avec les enfants parce que pas tous les enfants ont intégré cette présence de l'objet. C'est-à-dire quand la maman, parce qu'il y a certains enfants qui sont petits, qui n'ont pas encore intégré l'idéal de leur maman à l'intérieur d'eux. Parce que pour eux, dans leur psychisme, dès qu'elle va partir, elle ne va plus exister pour eux. Donc c'est ça la non-permanence de l'objet. Donc il y a certains enfants qui ne l'ont pas encore acquis. Il y en a certains qui sont très anxieux, il y en a certains qui ont une angoisse d'abandon. Donc tout ça, il faut le respecter. Les rythmes de l'enfant, il faut le respecter. Il ne faut pas arracher parce que ça va faire qu'angoisser l'enfant encore plus. Il va encore plus détester aller à l'école. Si ça se fait d'une manière douce, naturelle, mais surtout, moi, sur quoi j'insiste, il faut lui parler, surtout. Bien sûr, une préparation en avant, et l'attitude pour le quitter est très, très importante. On va revenir à l'attitude pour le quitter. On reste sur l'attitude pour le déposer. Oui, d'accord. Alors, justement, Fadoua disait, Sabrine, pas de séparation brusque. Alors, le terrain, qu'est-ce qu'il dit? Le terrain dit que, comme dans tout, pas d'extrême. C'est-à-dire qu'on va, les premiers jours, effectivement, on va le déposer, on va prendre son temps. Comme disait Fadoua, c'est très important de visiter en amont la crèche, de faire connaissance avec l'éducatrice, que la maman mette des mots sur ce qui va se passer là. C'est là où tu vas jouer, là où tu vas faire de la peinture, là où tu vas te reposer. On va le déposer. L'adaptation, de toutes les manières, se fait en 15 jours. Après,
on est face à des établissements qui sont surpeuplés d'enfants et c'est très mauvais. Mamans, oui. Voilà, donc il n'y a pas de place pour les mamans. Donc l'idéal, c'est de faire des rentrées déjà échelonnées, c'est-à-dire de ne pas faire rentrer toute la classe le même jour, de faire ça sur plusieurs semaines, de manière à ce qu'au début, effectivement, les mamans puissent rester. Mais on ne parle pas de 4 heures, on parle de 30 minutes au début. D'accord. C'est-à-dire que c'est très rapide. La maman reste, elle joue un peu avec l'enfant prend confiance en l'environnement, les éducatrices. Qu'est-ce qu'elle fait? S'éclipse? Il ne faut jamais, par contre, une règle à respecter pour toutes les mamans, c'est qu'il ne faut jamais s'éclipser pendant que l'enfant a le dos tourné. Oui. C'est-à-dire qu'il faut même si ça implique qu'il va pleurer, qu'il va s'égosiller, il faut que l'enfant voit la maman partir, qu'elle lui explique à quelle heure elle va revenir, qu'elle va revenir, surtout pas arriver en retard, effectivement. Et le dépôt se fait comme ça. Ensuite, au bout de quelques jours, quelques temps, si à chaque fois c'est le même scénario et que l'enfant pleure, à un moment, on est obligé de le prendre avec la manière forte et de le faire rentrer en classe parce qu'il pleure. Il y a 4 types de pleurs. Il n'y en a pas 150, il y en a 4. La première, c'est soit l'enfant, il va pleurer 1 ou 2 minutes pendant que sa maman est là. La maman, ça la rassure même parce qu'elle se dit, bon, mon enfant m'aime. Donc, c'est très particulier. Ce type d'enfants, il suffit de les faire rentrer dans la classe. Au bout de quelques minutes, ils ont besoin d'un contact physique, c'est-à-dire de passer des bras de la maman au bras de l'éducatrice. En quelques minutes, en général, ça se règle. Ensuite, il y a l'autre cas de figure où l'enfant va hurler, ça va être la tempête. Il faut le laisser s'exprimer, il va faire sortir son angoisse. Ça dure longtemps parfois Ça dure 1 ou 2 minutes. Ensuite, il y a les pleurs à retardement, c'est-à-dire que l'enfant, il va être très bien. Au bout de quelques minutes, il va se rendre compte qu'en fait, la maman est partie. Il va pleurer. Là, encore une fois, il faut le rassurer avec des mots. Il faut comprendre. Il ne faut pas nier sa douleur. C'est-à-dire que c'est une douleur qu'il ressent, la douleur de l'abandon. Donc, il faut l'accompagner dans ça. En général, ça se passe très bien. Mais vous avez le temps... je vous laisse finir, pardon, le quatrième. Et le quatrième, c'est le cas où l'enfant ne se calme pas. C'est-à-dire que c'est la tempête. Là, en général, on le confie à l'aide pour qu'il puisse faire un tour dans l'école, se calmer, pour pas non plus ennuyer les 20 ou 25 autres enfants qui sont là. Parce que des fois, les pleurs de un entraînent les pleurs des autres. Parfois, on peut solliciter même l'aide des camarades. Voilà, vous pouvez aider Amine, il est en difficulté. Les enfants se plient au jeu et s'entraident. Donc voilà, on a 4 cas de figure. Il suffit de repérer à quel cas de figure on a affaire et puis d'agir en conséquence. Et en général, ça se passe très bien. Mais ces enfants qui pleurent pendant extrêmement longtemps, c'est-à-dire qu'ils vont passer toute la matinée à pleurer ou qui vont pleurer en séquence. Ils vont pleurer pendant 10 minutes, un quart d'heure, ils vont se calmer un petit peu, ils vont repleurer et ça va durer, on va dire, ça va durer assez longtemps. Est-ce que... Déjà, ça arrive pas... C'est pas la norme, c'est-à-dire que ça arrive assez rarement. Et après, il peut y avoir plusieurs causes, c'est-à-dire soit l'attitude, comme disait Fdoua, de la maman. S'il sent que la mère, elle est décomposée à chaque fois qu'elle l'amène à la crèche, lui-même ne sera pas rassuré. Si la préparation en amont n'a pas été faite correctement, c'est-à-dire qu'on n'a pas lu des livres, on ne s'est pas imprégné de cet environnement, l'enfant n'est pas préparé, donc il ne sait pas ce qui lui arrive. Absolument. Ensuite, il peut y avoir des problèmes de se mêler avec d'autres enfants. Il peut y avoir une éducatrice, ça arrive aussi, qui n'est pas là, qui est physiquement là, mais intellectuellement pas là, elle n'arrive pas à accompagner l'enfant parce qu'elle a peut-être des problèmes personnels. Donc l'enfant le sent. Il y a des enfants qui sont plus sensibles que d'autres. Donc l'enfant qui peut sentir ça, qui ne sent pas qu'il est... Si c'est, comme disait Fdoua, à la maison, c'est le roi et que toute l'attention est portée sur lui, il arrive à la crèche où la maîtresse ne le regarde même pas. Pleurer, c'est un moyen d'attirer l'attention. En fait, il faut juste comprendre la cause. La situation. Et ensuite, voilà. Mais à vous entendre, en fait, on a l'impression qu'une rentrée réussie, c'est avant tout des parents et une maman sereine. Sereine et apaisée, ça c'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est vraiment contagieux. Hein. L'état de la maman est très très contagieux. L'enfant le chope très très rapidement, comme on dit. L'enfant est une éponge émotionnelle, d'accord, qui absorbe très rapidement l'état de la maman. C'est sûr que si elle l'amène et puis elle pleure en route, et puis si elle n'a pas confiance en l'institutrice, elle critique l'institutrice ou l'éducatrice en route, et puis qu'elle raconte à son papa, t'as vu l'éducatrice qu'elle a fait et tout ça, c'est sûr que c'est pas du tout rassurant pour l'enfant. C'est-à-dire
C'est-à-dire que, ben oui, il est avec cette personne-là, il y a besoin pour s'investir de développer disons, une relation affective avec cette personne-là. J'imagine, Sabrine, tu dois le ressentir aussi, c'est-à-dire les enfants t'aiment, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils la prennent dans les bras. 8 heures par jour. Exact, ils passent 8 heures. Sabrine est une éducatrice spécialement appréciée. Jolie et agréable. Jolie et agréable, non, mais c'est ça, c'est parce que cet enfant-là ne doit pas être dans un conflit de loyauté entre aimer maman ou aimer l'institutrice. D'accord ? Ça arrive, ça ? Oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver si la maman, elle critique trop l'institutrice, lui dit « Ah, t'as pas fait ça, elle t'a pas donné ton goûter, mais pourquoi elle t'a pas Alors que lui, donné il aime bien. Alors lui, oui, il peut l'aimer. Donc, pour pouvoir, disons, écouter sa maman et ne pas, comme je dis, c'est un conflit de loyauté, pour être loyal envers sa maman, il va ne plus s'intéresser à la maîtresse, ne plus investir la maîtresse, il va se détourner quand elle va lui parler ou ne plus suivre les instructions qu'elle lui propose ou les jeux qu'elle lui propose. Donc vous dites, pardon, au bout de 2 semaines, normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre. 2-3 semaines, ça peut aller jusqu'à 1 mois, d'accord, mais grand maximum. Les enfants qui dépassent cette limite-là, je crois qu'il y a des choses à revoir, ou à la maison, ou au niveau de la structure, parce que là, on parle toujours d'enfants normaux, entre guillemets, absolument. Mais il y a d'autres pathologies, d'accord, qui ne permettent pas l'adaptation normale d'un enfant, donc où ça crie trop, où il y a un isolement de cet enfant-là, il n'arrive pas à investir les jeux ou les activités, donc là, il faut voir, il faut peut-être aller chez un spécialiste pour pouvoir consulter. Et normalement, ces pathologies ne sont pas détectées avant, si pathologie il y a ? C'est une des raisons pour laquelle j'insiste aussi sur l'entrée en maternelle tôt ou en crèche, c'est parce que l'enfant est mis avec ses pairs. Et dès qu'il est mis avec ses pairs, il est mis en comparaison avec eux. Et c'est là où jaillit la différence. Parce que quand il est à la maison, c'est l'enfant, surtout c'est l'enfant unique, c'est le premier, c'est l'aîné, on n'a pas de quoi le comparer. Donc du coup, on subvient à ses besoins avant qu'il ne parle, on le comprend de loin. Donc là, à l'école, c'est tout à fait différent. Il doit se faire sa place, il doit être autonome, il doit verbaliser ce qu'il veut. Donc tout ça amène l'enfant à s'autonomiser encore plus rapidement. Et donc dès qu'il y a un problème ou un souci ou une difficulté, elle apparaît quand il est en collectivité, c'est-à-dire quand il est comparé aux enfants de son âge. Et ça, c'est le coup dur pour les parents aussi, de faire le déni de l'enfant idéal ou des choses comme ça. Et donc... Ça peut ne pas être, on va dire, aussi grave que le dépistage d'un trouble ou d'une pathologie, mais il y a aussi des enfants qui pleurent pendant longtemps, sans qu'il n'y ait d'évidence. Écoutez, de toutes les façons, ce qu'elle dit, Sabrine, c'est l'enfant, par nature, aime se sociabiliser. Il adore l'école. Au bout d'un mois, 2 mois et 3 mois, il adore partir à l'école. Et je me rappelle, il y a des enfants, même le dimanche, ils mettent leur petit cartable pour aller à l'école, tellement qu'ils investissent. Parce que là-bas, ils s'amusent, il y a les copains, tout est ludique, tout est agréable. Donc, le fait que cet enfant n'investisse pas cet espace, donc il y a un souci. Il y a un souci. Petit ou grand, il faut le détecter, tout simplement. Et ça pourrait être quoi, éventuellement ? Ça pourrait, comme je vous dis, l'attitude de la maman qui n'est pas OK. Ça peut être des conflits familiaux à la maison qui ne sont pas verbalisés. Donc, beaucoup de violence peut-être à la maison qui n'est pas verbalisée. Peut-être une violence aussi envers l'enfant. Un désinvestissement de cet enfant au niveau affectif aussi. Cet enfant aussi, parce qu'il y a des parents aussi qui arrivent à l'âge de 3 ans avec un enfant qui est très peu sorti, qui a très peu vu les enfants, qui ne sait pas jouer avec les enfants. Donc, il est resté avec une nounou ou avec la télé pendant que des 3 adultes. Ans, que des adultes. On l'a très peu parlé, on l'a très peu mis avec les enfants de son âge. Donc, il arrive comme une jungle, quoi. Il ne sait pas comment se comporter, comment gérer le stress et comment aussi gérer les autres enfants. Absolument. Alors, comment on récupère l'enfant ? En fait, avant de passer à le récupérer, on laisse combien de temps ? Alors, au début, on échelonne. C'est-à-dire que le premier jour, on va le laisser 30 minutes. On va être à proximité, on va rester à côté de la crèche sans qu'il nous voit, sans que l'enfant nous voit, sans que l'enfant voit sa maman. Mais le premier jour, on reste avec lui pendant... Le tout premier jour, on peut rester avec lui 20-25 minutes. Ensuite, le premier jour, on va le laisser tout seul, on ne le laisse pas plus de 30 minutes. D'accord. Puis on va le laisser 1 heure, puis 1 heure et demie. Si on sent que c'est trop long, on revient à 1 heure. C'est-à-dire que vraiment, on s'adapte à l'enfant. Mais en ne l'écoutant pas trop quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas au moindre pleur, on jaillit de nulle part et on le récupère. On écoute l'éducatrice ? Franchement, on fait confiance à l'éducatrice. Et si on n'a pas confiance en l'éducatrice, sincèrement, changer d'école. Oui.
Mais c'est-à-dire que, en général, c'est des femmes qui font ça depuis des années, qui s'y connaissent, qu'elles savent de quoi elles parlent. En général, pour faire ce métier, il faut vraiment aimer un enfant parce que, franchement, pour rester avec 25 enfants dans une classe... Il faut du courage. Il faut de la du passion courage, aussi. il faut de la passion, de la patience, de l'amour. Donc, en général, c'est des femmes qui ont beaucoup à offrir, beaucoup à donner. Et il faut leur faire confiance. Après, s'il y a vraiment un problème de confiance, et en général, les enfants qui pleurent énormément, sincèrement, c'est... J'aime pas dire à cause parce qu'on accuse, mais c'est dû au comportement de la maman. Soit parce qu'elle va pleurer elle aussi en arrivant, soit parfois c'est elle qui n'arrive pas à le lâcher parce qu'elle lui fait trop de câlins, soit elle va penser qu'il ne comprend rien, donc elle va critiquer l'éducatrice au téléphone ou devant le papa, devant l'enfant, en se disant de toute façon il ne comprend pas alors qu'il comprend tout. Il y a aussi un conflit qui est très particulier, mais qu'on vit parfois. C'est l'enfant va tellement apprécier l'éducatrice que va s'instaurer une forme de jalousie de la part de la maman. Au lieu de se dire, bon, ben, s'il aime autant, c'est qu'il est bien. Et il n'aimera jamais personne de toutes les manières autant ou plus que sa maman. Mais il y a un conflit comme ça, donc elles ne savent pas trop gérer, donc elles vont essayer de critiquer un peu. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que l'enfant ne va pas cesser de pleurer. C'est pas simple une crèche, hein, une maternelle. C'est compliqué. C'est compliqué. Bien sûr, c'est compliqué, mais le résultat, au final, quand un enfant, le dimanche, met son cartable, ou quand, pendant les vacances scolaires, on reçoit des photos, des vidéos et des petits messages de parents et d'enfants, il n'y a pas meilleure récompense. Voilà, donc c'est qu'on a bien fait notre travail et que tout le monde est content et c'est le but au final. Mais après, le message aussi que j'aurais à passer aux mamans et aux papas, parce qu'on les met un peu à l'écart, mais ils sont importants, c'est il faut faire confiance et il faut accepter que son enfant ait une vie en dehors de la maison et de la maman. Et qu'il puisse investir une autre personne voilà. autre que la maman. Absolument. C'est l'individualité de l'enfant. Mais c'est important pour son développement. Vous pouvez rappeler, Fadwa, pourquoi c'est aussi autant important pour son développement et son développement d'enfants plus grands, de futurs adultes aussi. Écoutez, investir d'autres personnes, disons, d'abord... Affectivement. D'abord, l'enfant, pendant toute la crèche maternelle primaire, il ne fait l'effort que pour faire plaisir à l'autre. Faire plaisir à maman ou l'institutrice. C'est-à-dire que cet enfant est obligé ou est amené à investir affectivement le professeur ou sa maîtresse ou son institutrice ou son éducatrice et sa maman aussi. C'est-à-dire, regarde maman, j'ai une bonne note. Il court. Et là, le sourire de la maman le rassure. D'accord ? Donc, c'est très important que l'enfant puisse investir autre personne que sa maman pour créer cette diffusion, cette relation fusionnelle qu'il ne peut pas, s'il reste fusionnel avec sa maman, il ne peut pas gagner en autonomie, il ne peut pas s'individualiser, il ne peut pas être un enfant autonome, donc il ne peut pas se sociabiliser tout simplement. Même avec ses pairs. Encore moins avec ses pairs. C'est-à-dire un enfant qui arrive à se détacher des figures parentales, il va pouvoir investir à l'extérieur, donc les amis, les institutrices, les copains et tout ça, et donc ça fait un enfant épanoui. Absolument. Alors ça ne fait pas trop de les laisser toute la journée en crèche ? Alors franchement, ça dépend de l'enfant. À partir de 3... il y a des enfants à partir de 2 ans, donc la toute petite section, il y a sur une classe à peu près de 25, il va y en avoir 5 qui vont être capables de venir toute la journée. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est la maturité et physiologique et intellectuelle de l'enfant. Ils ont besoin de dormir, ils ont besoin de calme. Voilà. À cet âge, il y a une différence entre naître en janvier, février et naître il y a un an, bien sûr. En novembre, décembre. Donc on voit les enfants en fin d'année, bon, à partir de la petite section, en général, ils commencent à faire les journées complètes. Mais il faut écouter l'enfant, franchement, il faut le suivre. Et il faut se dire qu'il sera toujours mieux dans une crèche, avec des stimulations, avec des adultes, avec ses pairs. Il va apprendre à devenir autonome, il va se sociabiliser, plutôt qu'à la maison, même s'il est avec des cousins, mais devant la télé. Mais il faut suivre son rythme. Là aussi, par exemple, il fait encore sa sieste l'après-midi, donc on l'emmène le matin, mais le matin, il faut le réveiller tôt pour l'emmener. Est-ce qu'on ne le perturbe pas ? Déjà, entre 3 et 6 ans, l'enfant a besoin de 12 heures de sommeil. Donc en général, les parents les couchent trop tard. Donc, déjà, il faut revenir à ça. Il faut coucher un enfant tôt. Vers 8 heures, il est au lit. Donc déjà, il faut respecter ses besoins de sommeil. Après, effectivement, si l'enfant, on essaie de le mettre à la crèche l'après-midi,
que la crèche c'est de 2 heures à 5 heures et qu'il dort pendant 3 heures, franchement, ça ne sert à rien. Si on essaye, il faut faire ça graduellement, il faut essayer de voir peut-être que ça va mieux lui convenir parce qu'il va peut-être se coucher plus tôt, parce qu'il va être fatigué, donc se réveiller mieux le lendemain matin, passer de meilleures matinées, et elles vont être optimales pour lui. Il faut vraiment écouter, observer. Le secret, c'est la bienveillance, c'est la patience, c'est l'observation. Il faut observer son enfant. Tous les enfants sont différents. C'est vrai. Et chacun son rythme. Chacun son rythme. On va revenir en deuxième partie sur 2 points essentiels. Ce qu'il faut attendre de la maternelle et de la crèche en tant que parent. Et aussi, on va s'intéresser au check-up de la rentrée. Avec la reprise, il faut aussi faire un tour chez le pédiatre. On en parlera avec le docteur Zineb Ranimi. Restez avec nous sur Médien TV et On se dit tout revient en détail pour vous dans quelques instants. Allez, nous sommes de retour spécialement pour vous, bien sûr, pour continuer cette belle discussion avec Fadwa Barada, psychologue clinicienne à Casablanca, et Sabrine Gdira, spécialiste de la petite enfance sur Casa aussi. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. On apporte de la sérénité aux parents qui, oui, à vous entendre, en fait, vous dédramatisez la situation. Vous dites que l'entrée en crèche est très importante dès 2 ans, quand elle est bien préparée. Et puis même si elle a été mal préparée, on est en train de... Exactement. Il est encore tôt. Du ratage, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut se reprendre. On peut se reprendre, on rattrape le coup. Et puis c'est important parce que beaucoup de parents aussi culpabilisent à l'idée d'amener leur tout petit à la crèche pensant lui faire du mal. C'est ça? Vous avez des parents qui vous rapportent ça aussi? Oui, c'est-à-dire que c'est comme si, dans leur tête, comme s'ils abandonnaient leur enfant parce qu'ils n'avaient pas le temps pour lui. D'accord? Donc, ils le mettaient à la charge d'une autre personne pour pouvoir s'occuper. C'est pas, disons que s'ils ont quelqu'un à la maison qui peut s'occuper de lui, mais quelqu'un de familier, par exemple. Parce qu'avant, on vivait beaucoup en communauté, vous savez. Avant, on vivait avec les grands-mères, les tantes, les cousines. Là, ce n'est plus d'actualité. Les familles sont dispersées de plus en plus. Si cet enfant va rester devant la télé-nounou, comme je l'appelle moi, pendant des heures... Avec tous ces dangers. Avec tous les dangers, bien sûr. Le retard de parole, le retard aussi mentaux que ça peut entraîner. Et l'isolation aussi, ne pas savoir être en société. La télé n'apprend pas du tout ça. Donc, si c'est pour ça, vaut mieux la crèche. Absolument. À 1000%, je suis d'accord avec ces parents-là qui mettent leurs enfants tôt à la crèche. Mais qu'est-ce qu'on doit attendre en tant que parent de la crèche? Parce que là, ce qu'on remarque, c'est que très tôt, les parents comparent leurs enfants. Ah, moi, mon enfant, il a appris cette chanson. Ah, moi, le mien, il ne sait pas encore la chanter. Ah, moi, le mien, il connaît l'alphabet. Ah, moi, le mien, il ne connaît pas encore, à part le rouge et le bleu, il ne connaît pas les autres couleurs. Et donc, est-ce que déjà, est-ce qu'on attend trop? Est-ce que le rôle de la crèche, c'est aussi de bourrer le crâne des enfants? Je ne sais pas, est-ce qu'on parle de la crèche ou de la maternelle? Les deux, crèche maternelle. Ok, parce qu'à la crèche, il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage scolaire. Donc là, ce qu'on attend d'une crèche, c'est vraiment la construction de soi, l'apprentissage du langage, les stimulations. Quand je dis crèche, en fait, dans ma tête, c'est crèche maternelle. Crèche maternelle. Voilà. Parce qu'à la crèche, on ne peut pas attendre des apprentissages scolaires, d'accord? Certains parents attendent déjà non, c'est pas des acquisitions. S'il se sociabilise déjà, s'il apprend quelques cantines et s'il a fait quelques dessins, d'accord, et tout se passe bien avec ses pairs, déjà, et puis qu'il puisse être stimulé au niveau langagier. C'est top, exactement. Bravo, on est arrivé au but, d'accord? À partir de l'âge de 3, 4, 5 ans, on peut atteindre quelques apprentissages, comme quelques lettres, Mais du coup, le plus important, c'est de savoir est-ce que cet enfant est épanoui, est-ce qu'il s'adapte bien en classe. Ça, c'est la clé. Est-ce qu'il est épanoui, est-ce qu'il s'adapte bien? Et pas les comparer, mais vous, Sabrine, vous voyez de la comparaison. On voit de la comparaison déjà à l'intérieur de l'école, entre les enfants d'une même classe. Et ce qui est encore plus néfaste à mon sens, c'est les comparaisons entre les écoles. D'accord. Comparer, ça leur fait de la pub. C'est-à-dire que si à 4 ans, comme vous disiez, il sait écrire un petit texte, ça va totalement à l'encontre de son épanouissement, de son développement. Mais si la maman, qui n'y connaît rien, dit à sa voisine, ah ben, le mien il a 4 ans, il sait déjà écrire, c'est bizarre que le tien il fasse que jouer. Ça fait de la pub à l'école parce qu'il faut le dire, franchement, il faut le dire, c'est un secteur privé, ce qui est mauvais. C'est mauvais pour ça parce que justement, c'est des clients. Il ne faut pas oublier que c'est des enfants, on est là pour leur bien, mais on est là surtout pour gagner de l'argent. Et c'est le travers
qu'il faut dénoncer au Maroc. Et le problème, c'est que voilà, on va comparer entre les écoles et donc on va préférer bourrer le crâne justement aux enfants, avoir des attentes qui sont trop élevées par rapport à ce qu'ils sont capables de donner à leur âge. Et au final, ça crée des travers, ça fait qu'à leur âge, au lieu de s'amuser, de se développer, de socialiser, de créer leur individualité, de se construire en tant que personne, d'apprendre des valeurs, de partage, d'entraide, de tout ce qu'ils sont censés apprendre vraiment à l'école maternelle. En plus, bien sûr, des apprentissages premiers qui sont les couleurs, les lettres, mais ça reste basique. Absolument. Là, à force de comparer, en fait, on ne se rend pas compte, mais on ne rend pas service à l'enfant, bien au contraire. Après, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême où on pense que la crèche maternelle, c'est une garderie. Ce n'est pas une garderie. Ça s'appelait comme ça avant, garderie. Mais dans la tête de parents, de certains parents, on dépose l'enfant pour qu'on le garde, alors qu'on ne le garde pas, on l'éduque. Donc, une éducatrice qui connaît son métier, quand elle va donner de la pâte à modeler à l'enfant, ce n'est pas pour l'occuper. C'est parce que ça va... Il y a un objectif. Voilà, il y a un objectif pédagogique, il y a la dextérité, la pince fine, les couleurs, l'entraide. C'est-à-dire qu'à chaque jeu, à chaque activité, qu'elle soit encadrée ou pas, il y a réellement un objectif qui soit pédagogique ou juste pour en faire un... Ces enfants-là, c'est les citoyens de demain. Donc, pour poser les bases, justement, de leur personnalité de demain, c'est là que ça joue. Mais justement, c'est une ligne très fine, en fait. Bien sûr. Et que les parents ne maîtrisent pas. Nous ne sommes pas des spécialistes de la petite enfance, nous ne sommes pas des pédagogues. Donc, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est extrêmement dangereux de bourrer le crâne des enfants à un âge où même leurs neurones ne sont pas faits pour ça. Mais en même temps, déposer un enfant et se dire, la maîtresse, comment on peut vérifier en fait, en parlant de pâte à modeler, comment on peut vérifier, est-ce qu'il faut, en tant que parent le faire, vérifier les objectifs posés au début de l'année par l'éducatrice? Alors, un enfant, il est livré sans mode d'emploi. Donc déjà, c'est très compliqué pour quelqu'un justement qui n'est pas spécialiste. Absolument. Pour connaître ces petites dérives, ces petits travers de ce monde-là. Mais après, quand on a une voiture, on lit le fascicule, on voit comment ça marche, on essaie de se renseigner sur les options. Et ben, quand on a un enfant, c'est pareil. On est dans un monde aujourd'hui où la formation, franchement, elle est facile, elle est accessible, elle est gratuite. On se renseigne un minimum. Et ensuite, une fois qu'on est renseigné un minimum, on va pouvoir poser les bonnes questions aux spécialistes à qui on a affaire. Et puis après, les parents aussi ont beaucoup de mal avec ça, mais on peut se faire aider par des spécialistes. Les parents pensent que s'ils demandent conseil, s'ils posent des questions à des spécialistes, à des psychologues, à des spécialistes en petite enfance, à des coachs, etc., c'est comme s'ils n'arrivaient pas à assumer leur rôle de parents. Comme s'ils étaient des mauvais parents. Des mauvais parents, ils n'étaient pas à la hauteur. Donc ça crée de la culpabilité, alors que pas du tout. Mais pour vous, c'est important de vérifier les acquisitions nécessaires en maternelle? C'est important de les... Les acquisitions de l'enfant? De l'enfant, oui. Par les parents, c'est important de les suivre? Bien sûr. Déjà, pour détecter des pathologies possibles, si on voit que l'enfant a 4 ans, il ne voit pas les couleurs, il n'arrive pas à chanter, peut-être qu'il est sourd, peut-être qu'il est malentendant, peut-être qu'il a un problème de vue. Donc, vraiment, dans les acquisitions, on peut déceler des pathologies qui sont peut-être pas graves, mais qui sont importantes à déceler tôt pour les traiter. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, effectivement, on ne met pas son enfant à la crèche et à la maternelle pour qu'il se fasse garder. On le met pour qu'il pose les fondements de ses futurs apprentissages en moyenne grande section, puis en CP, puis pour tout le reste. Absolument. Et c'est voilà. Alors, Sabrine a pointé du doigt la comparaison entre les différentes structures, mais cette comparaison entre les enfants, elle nuit aussi d'une autre manière aux enfants et aux parents au sein d'une même structure. Pourquoi? Parce que ça pose déjà énormément de stress, de pression sur cet enfant qui est déjà l'enfant objet, l'élève avant, enfin on ne pense pas à son épanouissement. Absolument. Exactement. C'est sûr que là, la comparaison, si elle commence très tôt, ça nuit beaucoup à l'enfant. On l'a tous entendu en tant que parents. Oui, c'est sûr. Et puis, ça crée une tension au niveau familial qui ne devrait pas du tout
être. Absolument. Très tôt en plus, parce que déjà l'enfant, il met en comparaison. On lui dit, ton copain, il sait compter jusqu'à 10, toi, tu ne sais pas le faire. Alors certains parents le disent à leurs enfants, Fadoua? Sûrement. Moi, j'en ai un qui m'a dit à 5 ans que c'était redoubler ou avoir de mauvaises notes était très grave. Donc à 5 ans déjà, il a inculqué le fait que échouer ou l'échec ou se tromper était très très grave. Donc c'était déjà acquis pour lui et intégré. Donc la maman a très bien fait son travail. Mais les parents doivent prendre conscience qu'ils mettent beaucoup de pression sur cet enfant-là et ils le désengagent par rapport à l'envie d'apprendre, par rapport à l'envie de donner, par rapport à l'envie de se tromper, d'investir encore plus. Parce que ce qui vient est beaucoup plus important qu'ici. Déjà, s'il vit avec un stress, il va désinvestir l'école très, très rapidement. Il va se détourner de cette école-là. Il va refuser les apprentissages parce que c'est trop lourd pour lui, parce qu'on lui demande de faire des choses qui n'est pas encore apte. On parle de rythme de l'enfant. Je suis d'accord de dire qu'il y a un rythme à respecter, mais au-delà du rythme, au-dessus du rythme, il y a quand même une moyenne. Et si l'enfant sort de cette moyenne, à ce moment-là, il faut s'inquiéter. Mais si l'enfant, disons, apprend à lire, à écrire normalement selon les normes internationales, il devrait être lecteur et scripteur jusqu'à la fin CE1. Regardez le temps qu'il a pour bien lire et écrire. Donc nous, déjà à 5 ans, s'il ne lit pas, on est alarmé. Oui, malheureusement. Exactement. Alors que normalement, c'est au CP concrètement qu'il commence. C'est au CP qu'apparaissent la plupart des difficultés. Si l'enfant a du mal, comme on parle des troubles d'apprentissage, c'est au CP que ça apparaît parce que c'est là où la vraie scolarité commence, qu'il y a moins de ludique, qu'il y a plus d'apprentissage. C'est au CP généralement. Alors, certains parents aussi font le lien direct entre l'entrée en maternelle et la propreté. C'est-à-dire que certaines maternelles aussi refusent les enfants qui ne sont pas encore propres. Oui. C'est un dilemme pour les parents. C'est problématique. Alors moi déjà, une structure qui n'accepte pas un enfant parce qu'il n'est pas propre, sans jugement aucun, franchement, c'est pas une bonne structure. Un enfant va être propre entre 2 et 4 ans, sauf s'il y a un problème moteur, c'est-à-dire qu'il y a un trouble vraiment, qu'il y a une pathologie. À partir de 2 ans, comme vous disiez, c'est vraiment la problématique. Alors que pour que l'enfant soit propre, déjà, il y a 3 choses. Ça devient la mission des parents l'été avant l'entrée en... Oui, alors que déjà, il y a 3 choses. Il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress et parfois c'est ce stress qui va empêcher l'apparition de la propreté. Il y a 3 éléments pour que l'enfant soit prêt, soit dit être prêt à être propre. Il y a la maturité qui est clairement psychologique, la maturité physiologique et la maturité émotionnelle. Donc, celle qui est physiologique purement, c'est les transitions entre les neurones, on ne peut rien y faire. C'est-à-dire qu'on doit attendre qu'il soit prêt d'une manière physiologique. Une petite chose pour pouvoir voir si un enfant peut être prêt ou pas, c'est s'il arrive à monter les escaliers avec les jambes comme ça, l'altération. Tant qu'il monte un peu bizarrement les escaliers, c'est qu'il n'est pas, c'est que la maturité physiologique qu'il n'est pas prêt. Ensuite, il va y avoir la maturité intellectuelle, c'est-à-dire que l'enfant va comprendre ce qu'on attend de lui, à savoir que la propreté, c'est pour lui, c'est pas pour faire plaisir à papa et à maman, c'est pour lui parce qu'il en a besoin et que voilà. Et ensuite, il y a la maturité émotionnelle, c'est la plus compliquée à comprendre en fait si l'enfant est prêt ou pas. C'est de voir si lui est prêt à passer du stade bébé au stade enfant, s'il est prêt à renoncer au moment du soin, de la couche, etc. Mais en aucun cas, ça devrait constituer une source de stress. Non, ça viendra. Après, on entend des parents qui disent « Ah, moi, il était propre à 1 an ». En général, c'est qu'ils ont repéré quand est-ce que l'enfant fait ses besoins et qu'ils posent le pot à ce moment-là ou qu'ils le posent le pot, par exemple, à 2 heures d'intervalle ou à un intervalle régulier. L'enfant n'est pas propre. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est propre quand il est conscient, qu'il a envie d'aller aux toilettes, il ressent ce trouble, il est conscient, et il maîtrise ses sphincters, donc c'est-à-dire qu'il se retient, il va au pot ou aux toilettes et il fait ce qu'il a à faire. Là, l'enfant est propre. Tant qu'il n'y a pas tout ça, l'enfant n'est pas propre. Et une entrée en maternelle peut parfaitement se faire. C'est dans quelle classe de maternelle? En petite section. En petite section. En général, les enfants sont
en grande majorité propres quand ils arrivent en petit. La propreté, en général, se fait en toute petite section, mais après, les enfants qui sont nés en décembre, ils vont acquérir ça au cours de la petite section. Voilà, en fin de petite section, les enfants sont tous Mesdames, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir de vous retrouver. Je pense que voilà, on a fait le tour avec vous pour une entrée en crèche maternelle réussie. Et puis, moi, je reste avec les téléspectateurs. On parle santé. Reste avec nous pour les détails. À tout de suite. Allez, cette rentrée a été bien préparée, mais elle n'est pas complète si on ne pense pas à la santé de l'enfant. On pense à la santé à travers un check-up qui va permettre de tout mesurer ou presque. Quelle est son importance? Eh bien, on évalue tous avec vous. Docteur Ranimi Zineb, vous êtes pédiatre à Rabat. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Le plaisir est pour moi. Alors, un check-up santé à la rentrée chez les enfants, est-ce que c'est important? Bien sûr, c'est important. C'est important dans le sens où ça permet de faire un point avant la rentrée. Et donc, c'est un moment pour examiner l'enfant, reprendre son histoire clinique et puis, bien sûr, dépister des petites choses qui ont pu passer inaperçues jusque-là. On vérifie quoi en général? On vérifie d'abord la santé de l'enfant, c'est-à-dire qu'on l'examine de la tête aux pieds, comme on dit, et recto verso si possible. Et en fait, on examine tous les appareils et bien sûr l'appareil locomoteur. Et on en profite aussi pour faire un point sur tout ce qui s'est passé en été. Est-ce que l'enfant a eu des maladies particulières? Est-ce qu'il a des traitements particuliers? Comment est-ce qu'on peut les ajuster? Et bien sûr, on vérifie la vaccination. Jusque-là, il faudra la compléter s'il n'a pas été complète. Justement, est-ce que ce check-up, il faut le faire à chaque rentrée? Idéalement, oui. Il faut le faire à chaque rentrée. Et puis, bien sûr, c'est encore plus vrai puisque l'enfant grandit, donc sa croissance doit être vérifiée au moins 1 à 2 fois par an. D'accord. Donc, à chaque rentrée, jusqu'à quel âge? Idéalement, plutôt à partir de quel âge? Alors, actuellement, si on parle de l'âge de rentrée scolaire, c'est à partir de 5 ans et jusqu'à 15 ans. D'accord. Donc, jusqu'à 15 ans, un check-up à chaque rentrée. Absolument. Le check-up consiste vraiment pour vous en une consultation clinique? Pas d'examen complémentaire? Pas d'analyse? Alors, l'examen, il est d'abord clinique. C'est l'examen clinique qui va déterminer si on a besoin ou non d'examens complémentaires. Ils ne sont pas systématiques, il n'y a rien qui est systématique, mais l'examen clinique doit être complet. Il doit concerner tous les organes, aussi bien la vue, l'ouïe, que l'appareil locomoteur, que l'examen bucco-dentaire, l'examen ORL, il faut qu'il soit réellement complet. Et tout ça est fait chez le pédiatre? Absolument. Même tout ce qui est, on va dire, dentition, vue, oui, tout ça, c'est le pédiatre qui vérifie? Le rôle du pédiatre est de dépister, de reconnaître qu'il y a une anomalie ou pas, et si possible de la traiter. S'il doit référer à un spécialiste, il va le faire. Effectivement, c'est de notre rôle à nous de compter le nombre de dents quand elles commencent à apparaître, puis de voir leur état, leur position, de voir s'il y a besoin d'un traitement orthodontique ou bien s'il y a besoin d'un traitement de certaines caries. Même les dents de lait doivent être traitées si elles sont cariées, ça il ne faut jamais l'oublier parce que beaucoup de parents ont tendance à se dire c'est des dents de lait, elles vont changer, c'est pas grave. Non, non, ça se soigne et il faut très vite orienter vers le dentiste ou en tout cas prodiguer des conseils pour les soins bucco-dentaires dès le jeune âge. J'ouvre une petite parenthèse, c'est vrai que ce n'est pas notre sujet, mais vous parlez de la dentition des enfants. J'ouvre la petite parenthèse, on les brosse à partir de quel âge, docteur? Alors, on les essuie très tôt. On peut les essuyer dès qu'elles apparaissent. Alors, il y a des petits gadgets qui apparaissent dans les pharmacies comme les lingettes pour les dents, mais on n'en a pas encore peut-être au Maroc, ça va bientôt apparaître. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les caries du collet commencent très tôt, dès que l'enfant s'oublie ou dort avec un biberon et qu'il commence à avoir ses premières dents, surtout les incisives du devant. Et il faut comprendre que déjà le biberon de la nuit, bon, ça c'est une autre polémique, mais la maman peut en tout cas prendre un coton avec de l'eau et essuyer les dents. Donc les dents, dès qu'elles apparaissent, il faut en prendre soin. Si une brosse est trop dure pour l'enfant, du coton avec de l'eau, c'est déjà pas mal. Et ensuite, dès que l'enfant commence à avoir un développement qui lui permette de mettre une brosse dans la bouche, il y a des petites brosses toutes souples qui permettent de faire ces soins-là. D'accord. Alors, vous parlez beaucoup de la courbe de croissance. Absolument. Et justement, nous, parents, nous sommes un petit peu perdus face à cette courbe de croissance. Donc, pour nous, c'est vraiment un calcul presque scientifique de la part des spécialistes et des pédiatres. Parfois, quand on voit son enfant, on se dit peut-être qu'il ne grandit pas suffisamment, il est trop maigre, peut-être qu'il est trop gros pour son âge. Est-ce qu'il y a une moyenne, des références que vous pouvez nous donner aujourd'hui? Absolument. Alors, on a les courbes de croissance de l'OMS qui sont appliquées au Maroc et qui existent dans tous les carnets de santé du Maroc ou d'autres carnets de santé. Donc, on a les courbes de croissance qui concernent le périmètre crânien,
le poids, la taille, la courbe qui concerne l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire le poids rapporté à la taille au carré, et éventuellement aussi la courbe de la tension artérielle, mais ça, c'est un autre sujet. Okay. D'accord ? Donc, depuis sa naissance, l'enfant a des mesures qui concernent ces différents paramètres et le pédiatre doit noter à chaque contact avec l'enfant ses notes sur son carnet et reporter tous ces éléments sur une courbe. Alors, d'où viennent ces courbes ? Ces courbes viennent de l'étude d'un échantillon de la population et cette population est, on va dire, comparable à la population marocaine. Okay. Donc, notre population peut être comparée ou peut être étudiée sur ces courbes-là. Et dans ces courbes, vous allez trouver une courbe moyenne et puis des déviations standards, c'est-à-dire que vous avez entre des écarts types, c'est-à-dire que vous avez la moyenne qui représente 50% de la population et le reste de la population qui se partage entre les moins 2 déviations standards et les plus 2 déviations standards. Ça reste quand même très scientifique. Vous voulez que je vous... Oui, voilà. allez-y, bien sûr. Donc, c'est 90% de la population qui est entre ces écarts. Donc, à partir du moment où notre enfant se trouve entre ces 2 écarts, on considère que sa croissance est normale tant que la courbe est harmonieuse et qu'il y a une croissance qui est dynamique. C'est-à-dire, quand vous regardez basiquement une courbe de croissance de votre enfant, vous mettez les différents petits points. Si vous avez une courbe qui augmente, oui, et que vous avez une courbe qui est dans un bon couloir de croissance, là, vous dites, mon enfant est normal, il grandit. Absolument. Alors, la référence à partir d'un certain âge pour se dire, il va vers sa bonne taille ou pas, eh ben, c'est une taille cible qu'on calcule à partir de la moyenne des 2 parents. Voilà, mais tout ça, en fait, en référence à cette courbe de croissance. Absolument. À l'œil nu, c'est pas possible de se dire mon enfant est trop maigre, mon enfant est Non, c'est toujours le sentiment des parents de se dire que les parents ont toujours l'impression que soit il est trop gros, soit il est trop maigre. Bon, quand il est gros, ça saute à l'œil. Quand il est maigre, parfois il ne l'est pas au final. Et c'est la courbe de poids qui le dit, c'est la courbe de croissance qui le dit. OK. Le point sur la vue aussi. Bien sûr. Son importance, bien surtout à l'école. Et on entend souvent certains enfants qui ont des difficultés scolaires à cause soit de la vue, soit de l'ouïe aussi. Alors, on va en voir l'un puis l'autre. La vue, effectivement, c'est très important. Et il y a différentes anomalies qui peuvent être diagnostiquées. Il y a la myopie, il y a l'astigmatisme, on voit mal les formes, il y a l'hypermétropie. Voilà, donc ces 3 choses. Et la vision des couleurs, ça aussi, c'est très important. Donc, ces 4 choses peuvent être diagnostiquées chez le pédiatre. Très tôt. Très tôt, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant peut lire des lettres à distance, ou alors quand la mère rapporte un comportement de l'enfant qui, en âge de marcher, tombe trop, ou se cogne trop, ou alors un enfant qui se rapproche beaucoup trop de la télévision, ou un enfant qui se blesse. Donc ça, déjà, ça doit attirer notre attention sur la vision de l'enfant. Ensuite, il y a effectivement l'échelle qu'on affiche au cabinet et on demande à l'enfant de voir est-ce qu'il voit les lettres de près, de loin, ou le sens, mais ça, c'est un âge beaucoup plus avancé, c'est plutôt quand l'enfant sait lire ou écrire, ou quand il peut donner le sens droite ou gauche d'un élément. D'accord. Donc ça, c'est plus tard. Mais quand on a des antécédents dans la famille de parents myopes ou qui ont eu des problèmes oculaires, il est important à partir de l'âge de 3-4 ans d'aller voir un ophtalmologue. OK. Voilà. Mais ce qui est important, c'est vraiment ces choses à constater à la maison. Vous l'avez dit. Si l'enfant tombe, si l'enfant se cogne, si l'enfant se rapproche trop de la télévision. Ce sont des éléments qui devraient pousser les parents à se poser la question sur sa vision. Absolument. Louis, cette fois-ci ? Alors, Louis, il y a des enfants malentendants depuis la naissance. Ça, j'espère qu'on les diagnostique avant qu'ils rentrent à l'école, donc je n'en parlerai pas. Et puis, vous avez les enfants qui, au moment de rentrer à l'école, effectivement, il faut se poser la question en fonction d'un certain nombre de signes d'alarme. C'est-à-dire, c'est toujours le questionnement des parents par rapport à leur famille. Est-ce qu'il y a des gens malentendants, des personnes malentendantes dans la famille? Est-ce qu'il y a eu des notions qui peuvent laisser penser que l'enfant peut être malentendant? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque de prise médicamenteuse? Est-ce qu'il y a une prématurité? Par exemple, quel type de médicaments? Les aminosides, il y a des antibiotiques qui peuvent baisser l'audition quand ils ont été reçus très tôt dans l'enfance. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu des maladies de l'oreille? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont fait des otites à répétition et qui, à un certain moment, développent ce qu'on appelle, nous, une otite séromuqueuse qui va traîner et qui va entraîner une diminution de l'audition et qui peut être soignée très facilement. Très bien, donc tout ça est à surveiller. Le dos aussi, la colonne vertébrale est très importante, surtout qu'on sait, on voit nos enfants partir avec des cartables parfois surchargés pour leur corps, pour leur stature. Qu'est-ce que vous conseillez, docteur? Alors, ce que je conseille, c'est ce que conseillent tous les personnels de la santé. Le poids du cartable ne doit pas dépasser 10% du poids de l'enfant. Or, on sait qu'on est au-dessus de ces poids-là. Donc,
il y a des choix sur le cartable à faire. Jusqu'à 10 ans, les enfants n'ont pas autant de fournitures que quand ils sont dans le collège, où on peut avoir des cartables de 16 kilos. Donc, avant cet âge-là, il faut choisir vraiment le cartable rectangulaire avec des sangles qui doivent être larges sur les épaules et puis ajustés pour que le cartable ne descende pas au-dessus de la ceinture. C'est important qu'il soit bien serré? C'est important parce que vous répartissez la charge du cartable sur les 2 épaules et sur le dos, et l'enfant, avec ce cartable-là, a une posture qui lui évite les positions vicieuses qui vont entraîner une déformation de son squelette en croissance. D'accord, donc le cartable nonchalant sur le dos, c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Le goûter aussi. Oui. Alors là, on fait vraiment un tour d'horizon avec vous. Alors, juste par rapport au cartable, pour revenir, au-delà, il faut préférer le cartable à roulette parce qu'il est très lourd, donc il vaut mieux le tirer plutôt que le porter. Mais quand il y a beaucoup d'escaliers dans l'établissement? Oui, ils y arrivent. Ils y arrivent, oui, ils le traînent. Ils y arrivent. Le goûter, cette fois-ci, docteur. Oui. Est-ce qu'il est important, le goûter 10 heures et un autre goûter, on va dire, vers 16 heures? Est-ce que c'est important? Alors, vous savez, le goûter de 10 heures est un goûter sur lequel, peut-être unanimement, tous les professionnels de santé sont contre. D'accord. Donc, le goûter s'adresse, la collation, effectivement, il faut comprendre qu'il faut profiter de tout moment, de tout contact avec l'enfant pour lui prodiguer des conseils sur son alimentation, à lui, quand il en a l'âge de comprendre, et à ses parents, quand ce sont eux qui font les courses. Absolument. Voilà. Donc, et puis, il faut aussi ne pas négliger le rôle de l'école dans certaines activités qu'ils font pour apprendre les différentes catégories d'aliments, comment composer un repas équilibré. Les enfants sont très sensibles à ça. Il faut surtout leur apprendre à boire beaucoup d'eau. OK. Voilà. Maintenant, par rapport au goûter de 10 heures, je ne suis pas la seule à le penser, c'est un goûter qu'on ne comprend pas trop. Si on prend un petit déjeuner à la maison, il ne faut pas prendre de collation à 10 heures qui va de toute façon bourrer l'enfant, et il arrivera à la cantine et tous les professionnels de l'école vont se dire ces enfants ne mangent pas quand ils sont à table. Ou alors s'ils mangent, c'est qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc, ce qui est intéressant, c'est de proposer un petit déjeuner à la maison. Mais parfois, ce n'est pas toujours évident parce que les enfants commencent à se réveiller de plus en plus tôt, surtout en hiver. C'est difficile de les faire manger le matin. Il y a le car qui passe, il y a les embouteillages. Tout le monde est à la bourre. Et cette collation, ce qu'on propose, c'est qu'elle soit proposée dès l'arrivée de l'enfant à l'école s'il ne l'a pas prise à la maison. Et de ne la proposer à ce moment-là qu'aux enfants qui en ont besoin. Donc ça, c'est le message aux parents. Absolument. Le goûter de 10 heures avec les biscuits et le yaourt. Ou le jus de fruits hyper sucrés qui vont juste augmenter l'index glycémique de ce qu'ils prennent, et ça ne va pas beaucoup les aider, au contraire, ça va les plomber et ça peut retentir sur leur croissance. Très bien. Et celui de l'après-midi? Parce qu'il y en a aussi un qui se greffe l'après-midi. Alors, revenons aux bases. Absolument. Il y a 4 repas et éventuellement un goûter. Voilà. 4 repas, 3 repas. 3 repas, éventuellement un goûter. Le goûter, le 4e, voilà. Si l'enfant est encore à l'école à 17h, il va le prendre à l'école. Mais s'il rentre à la maison, à 16h, autant qu'il le prenne à la maison. Or, on assiste souvent à des enfants qui prennent le goûter à l'école et qui rentrent le prendre à la maison et qui dînent. Ça plombe la courbe de croissance. Ça donne des obèses, ça donne des enfants obèses malheureusement, ou des enfants en surpoids, ou des enfants surtout qui ne s'habituent pas, qui ne contrôlent pas leur prise alimentaire en fonction de leur satiété, et ça change un petit peu le rythme des repas. Absolument, et tout s'apprend dès la petite enfance. Oui. Merci de nous rappeler ces règles de base. Docteur Reni Mizineb, vous êtes pédiatre à Rabat. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'émission et d'avoir répondu aux questions et interrogations de nos téléspectateurs. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous pour votre fidélité. À très vite sur Médien TV, sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir.